Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette troisième et dernière partie sur la responsabilité administrative parce que oui, l'État peut être responsable. Je vous fais un petit récap des deux premiers podcasts pour vous resituer, très très bref mais pour vous resituer. Je ferai s'afficher à partir de combien de minutes le podcast sur la responsabilité sans faute. Donc celui-ci commence pour ceux qui sont pressés et il y a un cas pratique à la fin que nous verrons ensemble pour vérifier que vous avez bien compris la responsabilité administrative à la fois pour faute et sans faute. Je vous le rappelle, sans faute qui est l'objet de ce podcast. Dans la première partie, le premier podcast, nous avons vu le principe de la responsabilité avec les arrêts principaux, Blanco, Pelletier, l'aumônier Carriole, Aubry, le tisserand, que j'espère que vous connaissez à présent et qui sont inscrits dans votre carnet de jurisprudence. Nous avons fait un bref rappel historique pour montrer combien l'histoire du droit administratif est indissociable de l'histoire de la responsabilité administrative. Nous avons vu que sous l'Ancien Régime, le souverain ne pouvait mal faire, qu'ensuite sous la Révolution, on a eu des tempéraments qui d'ailleurs se sont illustrés dans la DDHC, la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Je vous avais cité l'article 13 de la DDHC, mais aussi l'article 15 de la DDHC qui fonde le contrôle parlementaire. Nous avons vu dans ce premier podcast, cette première partie, le principe de la responsabilité sous différents angles. Nous avons vu tout d'abord comment s'est mise en place l'existence d'une responsabilité administrative autonome via l'arrêt Blanco du 8 février 1873 rendu par le tribunal des conflits, mais aussi comment le droit contemporain est venu ensuite démentir l'arrêt Blanco par rapport au fait que la responsabilité administrative tend de plus en plus à devenir générale et absolue, contrairement à ce que dit l'arrêt Blanco. Mais également, nous avons vu que la responsabilité administrative n'est plus fondamentalement spécifique au regard des règles et mécanismes de droit privé, qu'au mieux elle est autonome, mais qu'elle n'est plus spécifique. Nous avons ensuite vu dans un second temps le principe de la répartition de la responsabilité entre l'agent et l'administration, donc entre les agents publics et l'administration. On a vu qu'il y a eu deux étapes importantes que je vous invite vraiment à réécouter ce podcast. L'avènement de la Révolution, avec la loi du 14 décembre 1790, qui va poser la garantie des fonctionnaires, qui sera ensuite constitutionnalisée dans la Constitution de l'an 8, en son article 75. Et on a vu ensuite, seconde étape, l'avènement de la Troisième République qui a duré de 1870 à 1940 pour votre culture générale, qui a mis fin à cette garantie des fonctionnaires avec le fameux décret-loi du 19 septembre 1870. Et enfin, on a vu l'arrêt Pelletier, le fameux arrêt qui va distinguer la faute de service de la faute personnelle. On a vu également les conditions générales de la responsabilité administrative avec l'exigence d'un préjudice, d'un fait générateur, d'un lien de causalité et comment est indemnisé le préjudice en droit administratif. C'était le premier podcast. Ensuite, dans la deuxième partie, nous avons attaqué la responsabilité pour faute. Car comme je vous l'ai dit, il y a deux grandes familles de responsabilités, la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute. Et donc, dans la deuxième partie, nous avons vu la responsabilité dite de droit commun, de la responsabilité administrative, la responsabilité pour faute. Pourquoi de droit commun ? Parce que celle que nous allons voir aujourd'hui, la responsabilité sans faute, est la responsabilité par exception, la responsabilité subsidiaire, c'est le régime spécial de la responsabilité administrative. Ce qui veut dire que le jour de l'examen, le jour du cas pratique ou en tant qu'avocat face à une affaire, vous devez d'abord aller sur le terrain de la responsabilité pour faute de l'État, de l'administration, et à défaut, vous irez sur le terrain de la responsabilité sans faute, toujours dans le but, bien entendu, d'indemniser votre client.
ou le jour de l'examen d'indemniser Monsieur X qui vient vous consulter. D'accord ? Donc nous avons vu que dans cette responsabilité de droit commun, il fallait la réunion de 3 conditions cumulatives et non alternatives, c'est-à-dire qu'il faut les 3, qu'il fallait un préjudice direct, certain, un fait générateur, donc une faute, responsabilité pour faute, et un lien de causalité. Nous avons vu que le préjudice devait être direct, certain pour pouvoir être réparable, avec l'arrêt Vogel, Conseil d'État 1/2 SSR du 21 février 2000. Nous avons également vu la notion de faute, la distinction faute simple, faute lourde, mais nous avons également vu la distinction faute de service et faute personnelle avec l'arrêt Pelletier. Nous avons également vu que cette distinction entre les 2 types de responsabilités qui sont exclusives l'une de l'autre sont atténuées, assouplies par la jurisprudence dans 3 cas, avec la possibilité premièrement d'un cumul de fautes, la possibilité également d'un cumul de responsabilité, deuxième cas, et la possibilité d'une action récursoire, donc troisième cas. Pour le jour du cas pratique, je vous ai bien dit dans un premier temps, de voir si le régime, quel est le régime, quid du régime, le régime de responsabilité, est-il pour faute simple ou faute lourde, donc premier temps, et dans un second temps, de voir si cette faute, donc qu'elle soit simple ou lourde, est-ce qu'elle est bien caractérisée. Et de bien vérifier donc la notion de faute, mais aussi la gravité de faute, donc le degré de la faute, avec faute simple et faute lourde, et qu'il y a des présomptions de faute. Notamment, et c'est le domaine où il y a des présomptions de faute, le domaine essentiel, c'est les victimes de dommages lors de l'utilisation d'un ouvrage public. Et que dans ce cas-là, le juge va présumer que le dommage est dû à un défaut d'entretien normal de cet ouvrage. On a également vu que la faute lourde, certes, demeure, mais est en déclin, voire peut-être un jour disparaîtra, mais qu'elle reste aujourd'hui, et donc le jour de l'examen dans vos cas pratiques, elle reste essentielle dans les domaines en matière de justice, en matière de service public. Si vous voyez également des faits dans votre cas pratique qui laissent voir une erreur grossière de l'administration, qui laissent voir une activité de l'administration qui présente des difficultés particulières ou qui sont relatives au domaine régalien, ou encore une fois au service public et à la justice, pensez à la faute lourde. Pensez à la faute lourde. Et enfin, on a vu le lien de causalité, que le juge administratif applique la théorie de la causalité adéquate, qu'il n'y a pas de débat, que ça a été tranché en droit administratif, contrairement au droit civil délictuel que nous voyons en parallèle sur ma chaîne. Nous avons également vu que le juge administratif l'applique en attribuant la responsabilité à l'événement qui est la cause déterminante du dommage, avec les arrêts Conseil d'État section 7 mars 1969, établissement La Saillie et Bichebois, et Conseil d'État section 14 décembre 1966, Marais. On a enfin vu que la charge de la preuve appartient par définition et par principe à la victime, mais que par exception, il peut y avoir des présomptions d'imputabilité, soit par la loi, soit par des faisceaux d'indices, donc par le juge. On a vu l'arrêt du Conseil d'État 5-4 SSR 6 novembre 2013, Madame A, concernant la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques. On a vu que le juge peut également recourir à des présomptions de responsabilité et que d'autres fois, c'est le législateur lui-même qui recouvre à ce procédé, comme par exemple la loi Kouchner du 4 mars 2002 relatif aux droits des malades. Voilà pour la responsabilité pour faute. On a vu également, et c'est le dernier rappel que je vous fais parce qu'il est nécessaire pour vous de l'avoir en tête pour ce dernier podcast, c'est la condition procédurale préalable qu'il faut que vous rappeliez le jour de votre cas pratique. C'est la nécessité d'une décision préalable pour lier le contentieux. Chers étudiants, si vous ne citez pas cette condition procédurale et l'article que vous devez savoir par cœur, soit l'article R421-1 du CJA,
Mais retenez cet article parce que le jour de l'examen, il faudra absolument le mentionner, que vous soyez sur une responsabilité pour faute ou sans faute. Il faudra mentionner qu'il faut au préalable une décision, donc préalable pour lier le contentieux. Donc l'administré doit d'abord se tourner vers l'administration pour lui demander réparation. Et via quoi ? Via ce qu'on appelle une demande indemnitaire préalable. D'accord ? Donc voilà pour le gros rappel qu'il fallait faire avant d'attaquer la responsabilité sans faute concernant les 2 premiers podcasts. Voyons ce 3e et dernier podcast, maintenant que c'est clair pour vous, sur la responsabilité sans faute. Donc la responsabilité par exception, subsidiaire, spéciale. Prenez le terme qui vous parle le mieux parce que le but est que vous compreniez, encore une fois, comprenez avant d'apprendre par cœur et ayez le plaisir d'apprendre. Alors la responsabilité sans faute, vous allez tout comprendre. Alors là aussi, il y a 3 conditions cumulatives qui sont les mêmes. Un préjudice, un fait générateur, un lien de causalité. Mais dans le détail, ce sera différent. Attendez, on s'accroche. Donc là, vous allez faire 3 sous-flèches. Première sous-flèche à gauche, préjudice. Deuxième sous-flèche, fait générateur. Entre parenthèses, sans faute ici. Et 3e flèche, un lien de causalité. Alors pour le lien de causalité, c'est comme pour le lien de causalité pour la responsabilité pour faute. La seule différence que vous pouvez noter d'ores et déjà, c'est que concernant la rupture du lien de causalité, donc l'exonération, il n'y aura pas le fait du tiers. Vous aurez comme possibilité d'exonération, donc comme possibilité de rupture du lien de causalité, comme possibilité, autrement dit, de rupture de l'imputabilité. 1. La faute de la victime. 2. La force majeure. 3. Le cas fortuit. Et vous enlevez la 4e, le fait du tiers. Le fait du tiers est un cas d'exonération du lien de causalité dans la responsabilité pour faute. Mais elle n'est pas un cas d'exonération dans la responsabilité sans faute. Ok ? Ça, notez-le maintenant. On n'aura rien d'autre à dire sur le lien de causalité. On va se concentrer sur le préjudice et le fait générateur. Ok ? Sur les 2 autres sous-flèches. Le fait générateur, vous marquez entre parenthèses sans faute. Car vous l'avez compris, on est dans une responsabilité sans faute. Et pour le préjudice, vous marquez direct et certain, et c'est la même jurisprudence, donc là c'est pareil également. Conseil d'État, 1-2 SSR, donc première et deuxième sous-section réunies, 21 février 2000, Vogel. Vous connaissez cet arrêt. Mais le préjudice va devoir présenter d'autres caractères pour certains faits générateurs. On va le voir ensuite. Tout d'abord, avant d'attaquer le vif du sujet pour la responsabilité sans faute, gardez votre schéma sous les yeux. Ah oui, puis mettez votre portable en mode avion, soyez focus. Il faut savoir que cette responsabilité subsidiaire, sans faute, est ancienne. En effet, elle remonte aux années 1890. Donc vous voyez que c'est ancien. Et vous allez voir que le juge administratif a d'ailleurs été en avance sur le juge judiciaire. Je ne sais pas s'il y a des publicistes ici, team publiciste. Le juge administratif a été en avance sur le juge judiciaire. Pourquoi ? Parce que ici, dès 1895, avec l'arrêt du Conseil d'État CAM, C-A-M-E-S, CAMS, pour que vous ne fassiez pas d'erreur, du 21 juin 1895, le Conseil d'État va contraindre l'État à une obligation d'indemnisation de ses agents publics lorsqu'ils sont victimes d'un accident du travail dans le cadre du fonctionnement du service public. Et oui, déjà en 1895. Alors qu'en droit civil, ça va être bien plus tard que cette obligation sera imposée aux employeurs privés. En tant que publiciste qui se respecte, il fallait que je la place celle-ci. Ce que vous devez savoir, c'est pourquoi on a créé une responsabilité subsidiaire spéciale qui est sans faute. C'est dans un but, là aussi, comme en droit de la responsabilité civile délictuelle, de mieux indemniser les victimes. Et c'est dans le but d'allier 2 idées qui sont contradictoires. Première idée, un État qui est sujet de droit.
Et seconde idée, un État qui est souverain. Donc un État qui est sujet de droit d'un côté, qui est donc responsable, mais d'un autre côté, un État qui est souverain, et donc impliquant des limites. D'où la consécration historique d'une responsabilité sans faute de l'administration. Vous comprenez? Donc cette responsabilité sans faute, qui est subsidiaire, qui est par exception, qui est un régime spécial, repose sur des considérations de justice, voire d'équité. Pourquoi? Parce que lorsque l'action de l'administration, des pouvoirs publics, de l'État, appelez-le comme vous préférez, fait peser sur les citoyens des contraintes, des suggestions qui dépassent ce qu'il est normal de supporter. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? On compense. On compense financièrement. Alors il apparaît, pour le juge administratif, qu'il est équitable de compenser financièrement le citoyen qui supporte des suggestions. Des suggestions, ça veut dire des contraintes qui ne devrait pas supporter. C'est pour ça qu'on a créé la responsabilité sans faute. Vous allez le comprendre avec les exemples qu'on va citer dans ce cours. Donc, le jour du cas pratique, le jour de l'examen, ou si vous êtes avocat, pour engager cette responsabilité sans faute, vous allez devoir montrer qu'il y a un préjudice direct et certain, un fait générateur sans faute et un lien de causalité. Donc, pour le fait générateur, il y a deux types de faits générateurs sans faute. Alors là, deux sous-flèches, vous vous concentrez et vous les écrivez tout de suite. Première sous-flèche à gauche pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Seconde sous-flèche à droite pour risque. Point barre. Ça veut dire que c'est les deux faits générateurs que vous pouvez engager pour cette responsabilité sans faute. Soit, bim, vous partez sur une responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques, soit, bim, vous partez pour une responsabilité sans faute pour risque. On va détailler, ne vous inquiétez pas. Pour la première, la rupture d'égalité devant les charges publiques. Ici, il faut savoir que ça correspond, pour que vous compreniez, à la situation où une personne ou un groupe de personnes sont les seuls à souffrir des conséquences d'un acte ou d'une action administrative menée dans l'intérêt général. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va réparer ce déséquilibre injuste au nom de l'égalité, au nom de l'équité. Ce que je vous disais en introduction. Donc, vous l'avez compris, une personne ou un groupe de personnes, donc, elle est engagée lorsque des personnes visées souffrent des conséquences d'un acte de l'administration. Et donc, il y a 3 conditions cumulatives à remplir pour engager la responsabilité sans faute de l'administration pour rupture d'égalité devant les charges publiques. 1. Elle ne peut être engagée que pour des dommages non accidentels, c'est-à-dire ne découlant pas d'un événement prévisible. Ça paraît logique. 2. Elle n'est engagée que pour la réparation de certains préjudices. C'est pour ça que je vous disais en amont, en introduction, pour vous prévenir que, certes, le préjudice doit être direct et certain, confère arrêt du Conseil d'État Vogel 21 février 2001-2 SSR, mais, je vous avais dit, il doit présenter d'autres caractères pour certains faits générateurs. Et pour ce fait générateur-là, donc pour rupture d'égalité devant les charges publiques, le préjudice doit également revêtir 2 autres caractères. Donc, il doit être anormal ou spécial. Donc, cette responsabilité-là n'est engagée que pour les préjudices anormaux et spéciaux. Ne vous inquiétez pas, ça aussi, je vais vous l'expliquer. Et enfin, 3e et dernière condition, elle doit revêtir un caractère subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique que parce qu'il n'y a pas de faute de l'administration. Ça aussi, je vous l'ai dit en amont, en introduction, pour que vous ne soyez pas perdus quand je vous explique les choses. Vous voyez, c'est pour ça que à chaque fois, je vous resitue dans le cours. C'est pour que tout soit limpide pour vous. Donc là, pour la responsabilité sans faute, si vous partez sur le fait générateur, le premier, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, vous allez devoir démontrer, 1, qu'elle n'est engagée que pour des dommages non accidentels. Donc, vous allez démontrer ici que le dommage en question de votre client
ou de MX dans le cas pratique, n'est pas accidentelle. 2. Elle n'est engagée que pour la réparation des préjudices spéciaux et anormaux. Donc là, c'est pareil, vous vérifiez si le préjudice est spécial, anormal. Et enfin, 3, elle doit revêtir un caractère subsidiaire, donc il ne faut pas qu'il y ait de faute de l'administration. Donc dans ce fait générateur pour rupture d'égalité devant les charges publiques, vraiment, notez, première sous-flèche, il ne faut pas que ce soit un dommage accidentel. 2, il faut que le préjudice soit spécial ou anormal. 3, il ne faut pas qu'il y ait de faute de l'administration. C'est clair ? Ensuite, il faut savoir que ici, l'action de l'État, donc l'action qui a fait souffrir cette personne ou ce groupe de personnes qui a eu des conséquences, peut être soit une abstention, soit une action positive. Donc là, pareil, vous mettez deux flèches, vous marquez action, 2 sous-flèches par abstention, 2e sous-flèche par action positive. Donc soit par abstention, c'est le cas où l'administration ne met pas en œuvre ses pouvoirs, et là, vous pouvez citer d'ores et déjà confère jurisprudence quiteas, on va en parler. Et donc, l'action par abstention, ça couvre 2 cas, donc 2 encore sous sous-flèche. Premier cas, un défaut de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice. Et second cas, l'abstention des autorités de police en cas de perturbation de l'ordre public. Alors ça, faut le noter parce que ça tombe très souvent dans les cas pratiques. Donc je répète, les 2 cas où il y a une action par abstention de l'État, de l'administration, 1. Défaut de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice. Second cas, 2. Abstention des autorités de police en cas de perturbation de l'ordre public. Donc si vous voyez que la police ne fait pas son travail face à une perturbation de l'ordre public, vous devez penser à abstention, action par abstention de l'administration, rupture d'égalité devant les charges publiques, tout de suite, vous voyez. Pareil, si vous voyez qu'il y a un défaut de concours je sais pas, par exemple de la mairie pour assurer l'exécution d'une décision de justice, pareil, vous devez tout de suite penser à action par abstention, l'administration ne met pas en œuvre ses pouvoirs, est-ce que je peux engager la responsabilité sans faute de l'administration pour rupture d'égalité devant les charges publiques? Et dans ce cas-là, vous vérifiez si le dommage n'est pas si le dommage est accidentel ou non. Ensuite, vous vérifiez si le préjudice est spécial et anormal. Et enfin, s'il n'y a pas de faute de l'administration, parce que ce fait générateur, donc pour rupture d'égalité devant les charges publiques, ne peut être engagé que si il revêt un caractère subsidiaire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de faute de l'administration. D'accord ? Et là, l'arrêt à savoir, donc, c'est Conseil d'État, quiteas, 30 novembre 1923. Alors celui-ci, il faut vraiment le savoir. Donc c'est le défaut de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice. Le justiciable a droit à l'exécution d'une décision, mais l'État peut refuser le concours de la force publique si un motif d'intérêt général justifie ce refus. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Dans ce cas-là, c'est une abstention non fautive de l'État, parce que l'État peut le faire pour un motif d'intérêt général. Mais le citoyen, il n'a pas à payer pour cela, il n'a pas à souffrir pour cela, il n'a pas à supporter l'intérêt général. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On va l'indemniser. Voilà ce qu'explique l'arrêt quiteas, Conseil d'État, 30 novembre 1923. Donc si vous tombez sur une action par abstention, lorsque l'administration ne met pas en œuvre ses pouvoirs, n'oubliez pas de citer cette jurisprudence. Donc, je vous ai dit action par abstention, première sous-flèche, 2e sous-flèche, l'action positive de l'administration. Donc là, ce n'est pas lorsque l'administration ne met pas en œuvre ses pouvoirs. Là, à contrario, c'est lorsque l'administration est auteur d'un acte juridique dans son action normative et qui a une conséquence. Donc, c'est soit une loi, soit une convention extranationale. Donc précisez bien sous vos 2 sous-flèches là. Bim, première sous-flèche, action par abstention égale lorsque l'administration ne met pas en œuvre ses pouvoirs. Bim, 2e sous-flèche, pour action positive de l'administration, lorsque l'administration est auteur d'un acte juridique
entre parenthèses, une loi ou une convention extranationale dans son action normative et que bien sûr ça porte conséquence à une personne ou à un groupe de personnes. Et là, l'arrêt à connaître, les deux arrêts à connaître, c'est les arrêts Fleurette et Garde-Dieu. J'explique. Et bien entendu, je vous rappelle que la jurisprudence doit se savoir en entier, c'est-à-dire la formation de jugement si c'est le Conseil d'État et la date en entier. 14 janvier 1938 et pas 1938 par exemple pour la Fleurette. On va commencer par celui-ci. Conseil d'État, écrivez-le. Conseil d'État, Assemblée, 14 janvier 1938, la Fleurette. Arrêt très important. Donc là, c'est pour la loi. Parce que je vous ai dit lorsque l'administration est auteur d'un acte juridique, entre parenthèses, loi ou convention extranationale. Là, c'est pour les lois. Et donc, cet arrêt va poser la responsabilité du fait des lois. Donc, l'administration est responsable. Et cet arrêt La Fleurette a été étendu par la suite à la méconnaissance par la loi des engagements internationaux de la France. C'est pourquoi je vous ai dit, dans la parenthèse, que l'acte juridique pouvait être soit une loi, soit une convention extranationale. Et là, c'est l'arrêt Conseil d'État, Assemblée, 8 février 2007, Garde-Dieu. Ce sont vraiment les deux arrêts à savoir. Si je du cas pratique, vous voyez que c'est une loi qui pose problème. Vous citez CE, Assemblée, 14 janvier 1938, La Fleurette. Ok ? Si vous voyez que c'est un engagement international qui pose problème, que ce soit en droit européen, en droit de l'UE ou en DIP, là, vous partez sur l'arrêt Garde-Dieu, Conseil d'État, Assemblée, 8 février 2007, Garde-Dieu. Parce que dans La Fleurette, il se passe quoi ? Dans La Fleurette, brièvement, c'est une entreprise qui avait dû cesser son activité du fait d'une loi. Vous comprenez ? Vous comprenez pourquoi c'est une responsabilité sans faute ? C'est parce que le Conseil d'État a admis ici la responsabilité de l'État. Mais la responsabilité de l'État ici, elle est non fautive, vu qu'elle est du fait de cette loi. Mais ça a apporté atteinte à l'entreprise qui a dû cesser son activité. Donc ça faisait peser, comme je vous le disais en introduction, sur le citoyen une charge qu'il n'avait pas à supporter pour l'intérêt général. Donc, indemnisation. Ce qu'on appelle donc responsabilité du fait des lois. C'est ce que pose cet arrêt La Fleurette du Conseil d'État, Assemblée, 14 janvier 1938. J'espère par exemple qu'avec cette illustration, vous comprenez ce que veut dire une responsabilité sans faute et pourquoi on l'a créée. C'est que l'État a le droit, si vous voulez, n'est pas fautif lorsqu'il fait une action ou une abstention, parce que c'est dans un but d'intérêt général. Mais par contre, je vulgarise pour que vous compreniez, mais par contre, les conséquences qu'un citoyen ou qu'un petit groupe de citoyens va subir à cause de cette action ou abstention pour l'intérêt général qu'a fait l'État, si c'est trop lourd, si le citoyen n'a pas à supporter cette charge, il sera indemnisé, du coup, en échange. On fait un petit échange de bons procédés. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'existe la responsabilité sans faute. Parce que l'État n'est pas fautif. Mais comme il faut une faute pour engager sa responsabilité, parce que là, ces victimes ne seraient jamais indemnisées. Donc, on fait ça pour pouvoir davantage indemniser les citoyens, pour qu'il y ait plus d'équité, pour compenser ce que parfois les citoyens subissent. Il faut vraiment comprendre cette logique derrière pour que le jour de l'examen, vous puissiez dégainer. Si vous avez compris la responsabilité sans faute, l'idée derrière, quand vous allez lire les faits du cas pratique, ou même pour une disserte ou pour un commentaire d'arrêt, vous allez tout de suite comprendre que le but c'est d'indemniser. Et si vous voyez qu'il y a un acte de l'administration, que ce soit une abstention ou une action positive, qui, entre guillemets, fait du mal à une personne ou à un groupe de personnes, mais que l'État devait quand même le faire, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, j'aime pas cette expression, mais c'est pour que vous compreniez le sujet. Donc, que du coup l'État n'est pas fautif, vu qu'il a fait dans un but d'intérêt général, mais que le citoyen n'a pas non plus à supporter ça, tout de suite, il faut que vous pensiez à la responsabilité sans faute, jour du cas pratique. Et dans l'autre sens, il faut que vous puissiez l'expliquer. Parce que le jour de l'examen, que ce soit un cas pratique, parce que là c'est ce qu'on voit en priorité, mais aussi une disserte ou un commentaire d'arrêt, il faut que vous puissiez expliquer pourquoi, quid de la responsabilité sans faute, pourquoi elle existe.
pourquoi il y a cette responsabilité subsidiaire à la responsabilité pour faute. Et si vous ne l'avez pas compris, comment vous allez l'expliquer le jour de l'examen dans votre majeur en cas pratique ou en dissert ou en commentaire d'arrêt? Donc c'est vraiment important de comprendre. Donc, comme je vous l'ai dit, Conseil d'État, Assemblée, 14 janvier 1938, la fleurette, à savoir par cœur. Donc là, c'est si vous voyez que c'est une loi qui pose problème à un citoyen ou à un groupe de citoyens, je vulgarise pour que vous compreniez, ou la jurisprudence Garde-Dieu, Conseil d'État, Assemblée, 8 février 2007, Garde-Dieu, si vous voyez que c'est un engagement international, une convention extranationale, ok? Ici, il faudra 3 conditions. 1, que le nombre de victimes soit relativement faible. Je vous l'ai dit, une personne ou un groupe de personnes. 2, il faut que le préjudice soit anormal et spécial. 3, il faut qu'aucune loi n'ait exclu une indemnisation en la matière. Ok? Donc voilà pour le premier fait générateur, rupture d'égalité devant les charges publiques. Donc je vous rappelle, pour ce fait générateur, il y a 3 conditions cumulatives. 1, elle n'est engagée que pour des dommages non accidentels. 2, elle n'est engagée que pour la réparation de certains préjudices qui sont spéciaux anormaux. Et 3, elle a un caractère subsidiaire. Pour risque, la deuxième sous-flèche. Pour risque, il y a 2 sous-flèches à tout de suite faire. Donc attention, on reste focus là, hein. Attention, ne vous éparpillez pas, restez focus. C'est bon? Vous êtes revenus? Parce que je sais que c'est long, hein, les podcasts, et qu'il faut s'accrocher. Je sais aussi que vous êtes en période de révision, que c'est lourd. Donc il faut parfois que je vous réveille. C'est bon? Vous êtes focus? Donc là, pour risque, 2 sous-flèches. Première, pour risque stricto sensu. Seconde, pour garde. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est super simple. Pour risque stricto sensu, c'est la responsabilité sans faute de l'administration en raison des risques inhérents à certaines de ses activités. Je vous explique. Le Conseil d'État va appliquer la jurisprudence CAM, qu'on a vue au tout début, donc Conseil d'État 21 juin 1895 CAM, aux dommages provoqués par des choses dangereuses. Et là, c'est l'arrêt Conseil d'État 28 mars 1919, Reynaud Desrosiers. Il faut la savoir par cœur. Donc, comprenez bien, pour risque, il y a 2 sous-flèches. Pour risque stricto sensu ou pour garde. Le risque stricto sensu, c'est quoi? C'est la responsabilité sans faute de l'administration en raison de quoi? En raison des risques inhérents à certaines de ses activités. Devancez-moi. Je vous ai tout de suite dit qu'il fallait appliquer la jurisprudence CAM. Là aussi, devancez-moi. CAM, c'est quoi? C'est la jurisprudence qui a été rendue par qui? Par quelle juridiction? Par le Conseil d'État, par la juridiction suprême, le Conseil d'État, 21 juin 1895, CAM. Et vous expliquez que dans cette jurisprudence, qu'est-ce qu'il dit, le Conseil d'État? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Dans cet arrêt, le Conseil d'État va contraindre l'État à une obligation d'indemnisation de ses agents publics lorsqu'ils sont victimes d'un accident du travail dans le cadre du fonctionnement du service public. Et là, je vous dis quoi? Je vous dis que dans la responsabilité sans faute pour risque et pour risque stricto sensu, le Conseil d'État va appliquer cette jurisprudence en l'étendant aux dommages provoqués par des choses dangereuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le Conseil d'État va contraindre l'État à une obligation d'indemnisation de ses agents publics, pas lorsqu'ils sont victimes d'un accident du travail, mais lorsqu'ils sont victimes de choses dangereuses. Vous voyez le parallélisme? Appliquer la jurisprudence CAM aux choses dangereuses. D'ailleurs, cette jurisprudence CAM ne va cesser de s'étendre. Parce que là, elle s'étend aux choses dangereuses via l'arrêt Conseil d'État Reynaud Desrosiers 28 mars 1919, mais ensuite, elle va s'étendre aux méthodes dangereuses. Ça veut dire que on reprend à chaque fois l'arrêt CAM tel quel, c'est-à-dire que le Conseil d'État va contraindre l'État à une obligation d'indemnisation de ses agents publics, pas lorsqu'ils sont victimes d'un accident du travail, ça c'est l'arrêt CAM, mais lorsqu'ils sont victimes de méthodes dangereuses. Vous voyez à chaque fois le parallélisme? Et donc là, c'est Conseil d'État, section 3 février 1956, tous liés, à savoir par cœur. Hein. Puis le Conseil d'État
il va l'appliquer aux collaborateurs occasionnels du service public qui subissent un dommage. Allez, bim, on étend encore. Conseil d'État, 22 novembre 1946, commune Saint-Priest-la-Plaine. Vous voyez, la jurisprudence CAM, elle s'étend. Et elle n'a cessé de s'étendre depuis sa naissance, la jurisprudence de 1895. Depuis 1895, la jurisprudence CAM ne cesse de s'étendre. Puis le Conseil d'État va l'appliquer aux tiers qui subissent un dommage de travaux publics. Vous voyez encore une extension de la jurisprudence CAM. Sachant que récemment, le Conseil d'État a précisé que les tiers ne sont pas tenus de démontrer, attention, le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent. Lorsque le dommage, attention, il y a une condition, présente, vous êtes prêts ? Allez, j'arrête le suspense. Lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Et là, c'est pareil, il faut savoir l'arrêt, parce que ça vous servira lors du cas pratique. Conseil d'État, 10 avril 2019, Compagnie nationale du Rhône. Donc, si vous voyez qu'il y a un tiers qui a subi un dommage qui est dû à des travaux publics, vous précisez dans votre majeur que ici, il n'y aura pas besoin de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice, à condition que le dommage ait un caractère accidentel. Donc, dans le cas pratique, si vous voyez des faits où il y a un dommage causé à des tiers, un dommage qui est lié à des travaux publics, et que le dommage présente un caractère accidentel, tout de suite pensez à ce cas-là, avec l'arrêt Conseil d'État 10 avril 2019, Compagnie nationale du Rhône. Et là, vous dites que le tiers n'est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice. Pourquoi d'ailleurs ? Toujours dans la même optique d'indemniser, une meilleure indemnisation des victimes. Donc voilà pour risque stricto sensu. Je vous ai dit qu'il y avait pour garde. Pour garde, c'est dans les hypothèses où l'administration a la garde d'un sujet de droit. Alors dit comme ça a l'air compliqué. En fait, c'est très simple. En fait, la responsabilité pour garde, c'est un peu l'équivalent de la responsabilité du fait d'autrui en droit de la responsabilité civile. Et surtout, moyen mémotechnique, si vous voyez qu'il y a l'ASE, l'aide sociale à l'enfance dans votre cas pratique, qu'on appelle ASE, aide sociale à l'enfance, pensez tout de suite à garde. Parce que la responsabilité pour garde de l'administration, dans les faits, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire dans les hypothèses où l'administration a la garde d'un sujet de droit, dans les faits, c'est l'ASE. Ce sont pour les jeunes qui sont placés à l'ASE. Donc, le Conseil d'État fait application de ce mécanisme dans l'hypothèse de garde des mineurs par des personnes publiques. ASE, encore une fois, retenez l'ASE. Par exemple, le dommage causé par un mineur placé sous la protection de l'ASE qui peut conduire à l'engagement de la responsabilité sans faute de la personne publique, précisément sur la notion de garde, vous l'avez compris. Et on a l'arrêt Conseil d'État, section 11 février 2005, GIE, AXA, courtage à savoir par cœur, où le Conseil d'État reconnaît la responsabilité de l'État du fait de l'incendie provoqué par un mineur dont la garde avait été confiée à un institut départemental relevant de son autorité dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative. Ah oui, ce sera souvent, là aussi, mémotechnique, ce sera souvent le département, enfin ce sera toujours le département pratiquement, parce que l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, c'est le conseil départemental qui le gère. Hein, n'oubliez pas ça, c'est important en droit public. Donc dans le jour de l'examen, si vous voyez qu'il y a un conseil départemental, un institut départemental, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, pensez tout de suite à la responsabilité pour garde, d'accord ? Et donc cette responsabilité pour garde, via l'arrêt Conseil d'État, section 11 février 2005, GIE, AXA courtage, a été étendue dans le cadre d'une mesure prise par le juge des enfants sur le fondement de l'ordonnance
du 2 février 1945. Et c'est le fameux arrêt Conseil d'État, section 1er février 2006, garde des Sceaux contre Maïf, à savoir Parker. Et la loi du 2 février 1945, si vous ne la savez pas, je vais me mettre en colère parce qu'on la voit en droit de la famille et elle est extrêmement importante à savoir. Vous savez, souvent il y a une guerre entre publicistes et privatistes. C'est bien dommage parce que vous le verrez par la suite, il faut vraiment avoir des solides bases dans les deux pour bien réussir dans le monde du travail. Et les deux s'entrecroisent très souvent. Par exemple, là, concernant l'ASE, il y a du droit privé et du droit public. Donc allez voir l'ordonnance du 2 février 1945. Je ne vais pas vous mâcher le travail pour ça. Donc, arrêt en tout cas à savoir Conseil d'État, section 1er février 2006, garde des Sceaux contre Maïf. De plus, en matière de garde des mineurs par l'ASE, la réparation des préjudices causés n'est pas subordonnée, attention, on va les aider là, n'est pas subordonnée à l'existence d'un caractère anormal et spécial. Donc là aussi, on aide pour une meilleure indemnisation. Et là, c'est l'arrêt, et du coup, il faudra le savoir pour le jour du cas pratique, Conseil d'État, 17 décembre 2008, garde des Sceaux contre Lose. Donc, je récapitule, mais vous voyez, c'est très simple. Pour la responsabilité sans faute pour risque, vous avez deux sous-flèches. Pour risque stricto sensu, donc lorsque l'administration, en raison de risques inhérents à certaines de ses activités, va causer un dommage à un administré. Et pour garde, c'est dans les hypothèses où l'administration a la garde d'un sujet de droit. En pratique, vous mettez entre parenthèses ASE, aide sociale à l'enfance. Ou vous mettez aussi entre parenthèses pour vous rappeler confère responsabilité du fait d'autrui en droit civil. Comme ça, vous savez directement à quoi cela fait référence. Ensuite, donc pour la responsabilité pour risque stricto sensu, ici vous dites que c'est la jurisprudence CAM, vous l'avez compris, je pense, du 21 juin 1895 du Conseil d'État, qui à la base contraint l'État à une obligation d'indemnisation lorsque ses agents sont victimes d'un accident du travail dans le cadre du fonctionnement des services publics, qui va ensuite être étendu aux choses dangereuses, aux méthodes dangereuses. Vous expliquez tout cela, que la jurisprudence CAM n'a cessé de s'étendre, que le Conseil d'État va appliquer cette jurisprudence pour les dommages provoqués par des choses dangereuses. Et là, vous devez connaître et citer l'arrêt Conseil d'État 28 mars 1919, Reynaud-Desrosiers. Ensuite, si vous voyez dans le cas pratique que ce sont des méthodes dangereuses qui sont en cause, c'est pareil, vous dites que le Conseil d'État a également étendu cette jurisprudence aux méthodes dangereuses, aux dommages causés par des méthodes dangereuses. Et là, c'est pareil, vous devez savoir et citer l'arrêt Conseil d'État, section 3 février 1956, Touzelier. Et enfin, vous dites que le Conseil d'État l'applique aux collaborateurs occasionnels du service public qui subissent un dommage. Et là, c'est l'arrêt Conseil d'État, 22 novembre 1946, commune Saint-Priest-la-Plaine. Et enfin, si vous voyez un tiers dans le cas pratique, vous précisez bien que si c'est un tiers et que s'il subit un dommage de travaux publics et que le dommage présente un caractère accidentel, il ne sera pas tenu de démontrer le caractère spécial et anormal du préjudice. Et là, bim, vous citez l'arrêt Conseil d'État 10 avril 2019, Compagnie nationale du Rhône. Ça, c'est pour risque stricto sensu. Pour garde, l'ASE, là, vous avez seulement 3 arrêts à savoir. Premier arrêt, Conseil d'État, section 11 février 2005, GIE, AXA Courtage. C'est là où le Conseil d'État reconnaît la responsabilité de l'État du fait de l'incendie provoqué par un mineur dont la garde avait été confiée à un institut départemental relevant de son autorité dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative. Ça veut dire donc pour un jeune placé à l'ASE. Et vous dites ensuite que cette jurisprudence a été étendue dans le cadre d'une mesure prise par la juge des enfants sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945. Conseil d'État, section 1er février 2006, garde des Sceaux contre Maïf. Et enfin, troisième et dernier arrêt, à savoir, en tout cas ceux qui sont essentiels, c'est l'arrêt Conseil d'État, 17 décembre 2008, garde des Sceaux contre Lose, où ici, le Conseil d'État précise qu'en matière de garde des mineurs par l'ASE, la réparation des préjudices causés n'est pas subordonnée à l'existence de quoi ? Devancez-moi, d'un caractère anormal et spécial. Donc voilà pour le fait générateur
Donc, lien de causalité, on l'a vu, c'est idem que la responsabilité pour faute, sauf que pour l'exonération du lien de causalité, on n'a pas le fait du tiers. On a seulement faute de la victime, force majeure et cas fortuit. Pour fait générateur, on a vu qu'il y avait donc soit pour rupture d'égalité devant les charges publiques, soit pour risque. Pour risque, on a vu qu'il y avait deux sous-flèches. Pour risque stricto sensu, avec la jurisprudence CAM du Conseil d'État 21 juin 1895, qui a été étendue avec l'arrêt Reynaud des Rosiers, l'arrêt Touzelier, l'arrêt commune Saint-Priest-la-Plaine et l'arrêt Compagnie nationale du Rhône. Et on a la responsabilité pour garde, où là, ce sont les hypothèses où l'administration a la garde d'un sujet de droit. En pratique, c'est l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, avec le fameux arrêt Conseil d'État, section 11 février 2005, GIE Axe à courtage, qui est à savoir par cœur, et qui lui aussi a été étendu avec Conseil d'État, section 1er février 2006, garde des Sceaux contre Maïf, et Conseil d'État, 17 décembre 2008, garde des Sceaux contre Lose. Et en fait, on aide à l'indemnisation, ce pourquoi, là aussi, le caractère anormal et spécial ne sera plus nécessaire. Et enfin, il reste le préjudice. Vous allez voir. Donc, le préjudice, direct, c'est certain. Conseil d'État, ça je vous l'ai déjà dit. Vogel, 21 février 2000, et c'est la première et deuxième sous-section réunies. Ça, c'est posé. La seconde chose que je dois vous expliquer, je vous l'ai promis, c'est lors de la rupture d'égalité devant les charges publiques, je vous ai dit qu'il fallait, dans les conditions, un préjudice spécial et anormal. Donc, vous marquez, dans la catégorie préjudice, une deuxième sous-flèche, un préjudice anormal, spécial, et entre parenthèses, vous marquez uniquement pour la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Parce que pour la responsabilité pour risque, non. Et anormal et spécial, donc anormal égal, vous mettez égal ou n'importe quoi en dessous, ça veut dire doit excéder les inconvénients et aléas normaux que chacun subit nécessairement dans le cadre d'une vie en collectivité. Il faut que vous le compreniez et que vous puissiez le définir le jour de l'examen. L'arrêt qu'il faut savoir, c'est l'arrêt Société Boulanger et l'arrêt Lavaux. L'arrêt Société Boulanger, Conseil d'État, Assemblée, 21 novembre 1947. Boulanger, EN. Donc, je répète, anormal, un préjudice anormal, c'est quoi? C'est qu'il doit excéder les inconvénients et aléas normaux que chacun subit nécessairement dans le cadre d'une vie en collectivité. Et le fondement jurisprudentiel que vous donnerez le jour du cas pratique, c'est Conseil d'État, Assemblée, 21 novembre 1947, Société Boulanger. Ensuite, Conseil d'État, section 31 mars 1995, Lavaux, L-A-V-A-U-D, il doit être le préjudice grave et spécial également. On l'a vu ça aussi. Grave et spécial. Spécial, c'est lorsque le préjudice est subi par un nombre extrêmement restreint de victimes. Soit une seule victime, dans ce cas-là, vous citez l'arrêt Conseil d'État 12 octobre 1988, Société Vinalmar. Soit quelques victimes seulement, et là vous citez l'arrêt Conseil d'État 22 juin 1984, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé de la mer contre Société Sealink UK Ltd. Je le noterai parce que celui-ci, à retenir, il va être compliqué. Est-ce que c'est compris? Pour le préjudice, il doit être direct et certain. Confère arrêt Vogel, qu'on a déjà vu pour la responsabilité pour faute. Vogel, attention, jurisprudence en entier, 21 février 2000, 1/2 SSR, là vous le savez. Hein. Et vous marquez un petit plus, anormal et spécial. Et ça veut dire quoi? Anormal, bim, vous définissez, qui doit excéder les inconvénients et aléas normaux que chacun subit nécessairement dans le cadre d'une vie en collectivité. Fondement, bim, Conseil d'État, Assemblée, 21 novembre 1947, Société Boulanger. Ensuite, pour le caractère grave et spécial. Spécial, c'est lorsque le préjudice est subi par un nombre extrêmement restreint de victimes, soit une seule, et vous citez Conseil d'État
12 octobre 1988, société Vinalmar, le jour de l'examen, soit quelques personnes seulement, et là vous citez l'arrêt Conseil d'État 22 juin 1984, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé de la mer contre société Sealink UK Ltd. Et il doit être grave, donc grave et spécial. Grave, c'est lorsque le préjudice présente une intensité particulière et que la victime ne s'y est pas exposée en connaissance de cause. Arrêt Conseil d'État 4 juillet 1980, CETA et époux Lecourt. Voilà pour la responsabilité sans faute. Donc vous voyez, c'était pas si compliqué que ça. Si je récapitule, il faut un préjudice direct et certain, confère arrêt Vogel. Ensuite, il faut un préjudice anormal, confère arrêt Société Boulanger, et un préjudice spécial, arrêt Vinalmar ou arrêt, selon les cas, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé de la mer contre société Sealink UK Ltd. Et grave, le caractère grave du préjudice, là c'est l'arrêt Conseil d'État, CETA et époux Lecourt. Ça c'est pour le préjudice. Hop. Ensuite, pour lien de causalité, marqué idem que pour la responsabilité pour faute. La seule différence, ce sera pour l'exonération. Pour l'exonération, vous aurez seulement 3 cas, faute de la victime, fait force majeure et cas fortuit. Le fait du tiers, il n'est plus là. D'accord ? Ensuite, fait générateur. Là, concentrez-vous pour fait générateur. Concentrez-vous. C'est bon ? Vous êtes là ? Fait générateur, 2 flèches. 1 pour rupture d'égalité devant les charges publiques. 2 pour risque. Dans pour risque, 2 sous-flèches. Pour risque stricto sensu, jurisprudence CAM du Conseil d'État 21 juin 1895 qui va être étendue. Et deuxième sous-flèche pour garde, entre parenthèses ASE, entre parenthèses responsabilité du fait d'autrui, pour que vous reteniez. Et ici, arrêt Conseil d'État, section 11 février 2005, GIE, AXA Courtage, qui lui aussi va être étendu. Pour rupture d'égalité devant les charges publiques, donc l'autre fait générateur, 3 conditions cumulatives. 1. Que pour des dommages non accidentels. 2. Que pour la réparation des préjudices spéciaux et anormaux. 3. Que si elle est subsidiaire. Ensuite, action par abstention ou action positive de l'administration. Là, vous expliquez, action par abstention, arrêt Conseil d'État 30 novembre 1923, quiteas, c'est soit un défaut de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice, ou soit une abstention des autorités de police en cas de perturbation de l'ordre public. Donc si vous faites face à l'un de ces 2 cas, ça veut dire que l'administration ne met pas en œuvre ses pouvoirs, ça veut dire qu'il y a abstention. Vous citez donc cet arrêt, Conseil d'État 30 novembre 1923, quiteas, et vous pouvez, si les conditions sont remplies, partir sur la rupture d'égalité devant les charges publiques. Et donc engager la responsabilité sans faute de l'État. De l'autre côté, on a l'action positive de l'administration. On l'a vu lorsque l'administration est auteur d'un acte juridique, soit pour une loi, soit pour une convention extranationale, et que ça a des conséquences sur les citoyens. 2 arrêts ici à savoir, l'arrêt La Fleurette et l'arrêt Garde-Dieu. Conseil d'État, Assemblée, 14 janvier 1938, La Fleurette, on se concentre. La Fleurette, c'est pour les lois, donc responsabilité du fait des lois. Une entreprise qui a dû cesser son activité d'une fait d'une loi, et le Conseil d'État a admis la responsabilité de l'État non fautive du fait de cette loi. Mais du coup, l'entreprise est indemnisée. Et ensuite, cette jurisprudence a été étendue à la méconnaissance par la loi des engagements internationaux de la France, et là, c'est Conseil d'État, Assemblée, 8 février 2007, Garde-Dieu. Donc voilà pour la responsabilité sans faute. On va voir ensemble un mini cas pratique, parce que je vois que le temps passe, donc je vais aller vite. Vous êtes avocat ou vous êtes un étudiant excellent le jour de l'examen, et vous avez 2 dames qui viennent vous voir, Madame Z et Madame Y. Alors, elles viennent vous voir, voici leurs histoires. Madame Y, alors ici, vous êtes à Paris. Le zoo du parc zoologique de Paris est fermé depuis plusieurs mois. Toutefois, il fait l'objet d'une surveillance continue. Restez concentrés et notez les éléments importants. Le 1er janvier 2024, le gardien du zoo a découvert la porte de l'enclos des crocodiles grande ouverte.
et a pu constater que l'un des deux animaux s'est enfui. Ouais, on parle de crocodile, ça craint. L'animal a pu être capturé le jour même à proximité du Louvre. Il a été localisé grâce à l'alerte donnée par Madame Y qui promenait son Jacques Russell. Malheureusement, Dalloz, c'est le prénom du Jacques Russell, a été blessé par le crocodile qui était affamé. Madame Y entend bien obtenir la prise en charge des frais de vétérinaire qu'elle a dû engager pour sauver son chien, qui est désormais sorti d'affaire. Par ailleurs, elle a été terriblement choquée, bouleversée par l'attaque et se demande si elle ne peut pas obtenir une réparation à ce titre. Je vous aide là, je vous aide. L'enquête a révélé que le crocodile a été libéré dans la nuit du 31 décembre 2023 par Antoine, 16 ans. À la demande de la juge pour enfants, Antoine avait été confié le 9 septembre 2023 au service de l'aide sociale à l'enfance du département par le président du conseil départemental. Or, pendant les vacances de Noël, Antoine était retourné loger chez ses parents. Madame Y vient vous voir. Vous êtes le meilleur avocat de Paris, d'accord ? Et elle veut que vous l'accompagniez dans cette démarche. Que faites-vous ? Je vous encourage à noter les faits du cas pratique et à mettre pause. Et à ensuite le faire à tête reposée. Deuxième et dernier cas, c'est Madame Z cette fois-ci. C'est Madame Z et là on est à Lyon. Depuis plusieurs mois, la place Bellecour accueille du jeudi ou vendredi soir des tournois de pétanque endiablés. Madame Z n'en peut plus, elle ne dort plus. Entre 19h et 4h du matin, des centaines de personnes jouent à la pétanque sous ses fenêtres et les joueurs sont enflammés. Et oui, chers étudiants, chers avocats, on peut venir vous voir pour ça. Madame Z a plusieurs fois demandé au maire de Lyon d'intervenir et de faire cesser ou au moins d'encadrer ces événements. Toutefois, le maire de Lyon est un grand amateur de pétanque et joue le dimanche avec certaines personnes qui sont à l'origine de ces tournois improvisés. Aussi, il a simplement proposé à Madame Z de lui fournir des boules Kies. Ceci n'est pas une histoire vraie. Concentrez-vous. Madame Z trouve qu'il n'est pas normal qu'elle se retrouve avec des problèmes de santé et financiers en raison du bruit sur la place Bellecour. Elle vient vous voir, vous, meilleur avocat de Lyon, et vous demande ce que vous pouvez faire, ce qu'elle peut faire. C'est pareil, je vous encourage à mettre pause et à tête réfléchie, donc noter les faits et ensuite pouvoir travailler dessus. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez m'envoyer à mon mail que j'afficherai sur l'écran. Votre copie, je vous la corrigerai personnellement seulement si elle est rédigée de façon complète et faite en conditions d'examen. Donc pour ceux qui prennent le temps de m'envoyer leur copie, donc manuscrit, pas ordinateur, manuscrit fait entièrement, je vous le corrigerai. Ok ? Et en fonction du nombre de copies que j'ai ou non, je ferai peut-être un podcast pour vous donner les grandes lignes de correction de ce cas pratique. Voilà, je vous souhaite bon courage. Alors ce cas pratique, si vous n'arrivez pas à le résoudre, c'est que vous n'avez pas encore compris les notions. Ne perdez pas espoir si c'est le cas et relisez votre cours, relisez vos notes, réécoutez les podcasts. Ne vous sentez pas abattu, ne vous sentez pas abattu si jamais vous n'arrivez pas à résoudre ce cas pratique, d'accord ? Bon, il est très simple, pour être honnête avec vous, mais même si vous n'arrivez pas à le résoudre, ce n'est pas grave, d'accord ? Vous restez focus, vous relisez, vous réécoutez. Allez, bon courage, bon travail.